Pour la police, la tragédie qui a frappé sa fille n'était qu'un dossier poussiéreux dans les archives. Pour les jeunes riches qui ont commis ce crime, ce n'était qu'une blague. Mais pour Arthur Vance, c'était la chose la plus importante de sa vie. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille. Et la vengeance d'un père enragé s'est avérée si cruelle que même des enquêteurs ayant 20 ans d'expérience ne pouvaient supporter de voir ce qu'il laissait derrière lui. Emily Vance avait 20 ans. Elle travaillait comme assistante fleuriste dans une petite boutique de fleurs sur Main Street, à Bridgeport, cette même ville où les usines fermaient, les quartiers se vidaient et où un magasin sur deux dans la rue principale avait ses vitrines condamnées. Mais la boutique de fleurs tenait bon. Et Emily tenait bon avec lui. Elle se réveillait à 5h30, préparait le café pour son père, laissait une tasse sur la table près de la porte. Il partait à l'usine encore plus tôt et se rendait au travail sur son vieux vélo qui grinçait à chaque virage. Ses voisins la reconnaissaient à ce bruit, chaque matin sans exception, le grincement des roues, le cliquetis des pédales, un discret « bonjour » et elle continuait descendant North Avenue, passant devant la blanchisserie fermée, l'arrêt de bus, le parking de Bridgeport Meads où travaillait son père. Elle n'était ni ambitieuse ni naïve. Elle vivait simplement comme tout le monde dans son quartier, tranquillement, modestement, sans attentes excessives. Elle avait peu d'amis. Elle n'allait pas à des fêtes et ne cherchait pas à intégrer des cercles qui n'étaient pas à sa portée. Mais au début de l'automne 1991, quelque chose a changé. Grâce à la boutique de fleurs, elle a fait la connaissance d'une jeune fille de Darien qui commandait des bouquets pour les événements organisés par le club étudiant d'un collège privé du comté de Fairfield. Le club s'appelait Apollon. Emily ne connaissait ni son nom, ni ce qu'il représentait. Pour elle, c'était juste une cliente qui laissait de généreux pourboires et qui lui avait dit un jour « Tu es adorable, tu devrais sortir de ce quartier. Viens nous rejoindre samedi, on organise une fête dans une maison de campagne, tu pourras te détendre. » Emily ne voulait pas y aller. Elle a hésité toute la semaine. Mais vendredi soir, on l'a rappelée pour lui dire qu'on viendrait la chercher. Elle a accepté. Elle s'est dit que c'était l'occasion de voir autre chose que les vitrines barricadées, l'odeur de chlore de la blanchisserie, le grincement des pédales de vélo à 5h45 du matin. Le samedi 12 octobre, un SUV blanc est venu la chercher. Emily s'est assise à l'arrière. De la musique jouait dans la voiture, ça sentait un parfum cher, et quelqu'un lui a tendu une coupe de champagne. Elle ne connaissait personne, mais elle souriait pour la première fois depuis longtemps. La fête avait lieu dans une maison de campagne à Weston, une petite ville tranquille d'un peu plus de 10 000 habitants, où le revenu moyen des familles dépasse les 300 000 $ par an. La maison appartenait à la famille d'un des membres du club Apollon. Elle comptait 3 étages avec une piscine, des pièces de service et une chambre froide industrielle au sous-sol. L'ancien propriétaire travaillait dans la restauration. Emily a passé les 3 premières heures dans cette maison en tant qu'invitée, puis auprès d'une journée entière en tant que captive. Ce qui s'est passé ensuite a été reconstitué à partir de témoignages qui n'ont finalement pas été retenus par le tribunal. Vers minuit, un groupe de 5 jeunes gens, tous membres d'Apollon, tous enfants de hauts fonctionnaires et d'hommes d'affaires influents du comté, ont emmené Emily au sous-sol. Ils lui ont dit que cela faisait partie du programme, que tout le monde passait par là, que c'était une performance. Ils l'ont emmenée dans un frigo industriel. Au milieu des carcasses d'animaux suspendus à des crochets, ils l'ont déshabillée et l'ont forcée à poser, à imiter la marchandise en vitrine. Ils ont filmé la scène en commentant à voix haute « La classe ouvrière, 2e classe, même pas bonne pour la viande hachée ». Ils riaient, elle pleurait. Puis elle a cessé. Emily a passé près de 22 heures dans le réfrigérateur. Quand on l'a retrouvée, elle était en vie, mais son corps tremblait tellement que 2 ambulanciers n'ont pas pu la tenir. Sa température corporelle était tombée en dessous de 34 degrés. Elle avait des engelures aux doigts et aux orteils. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Emily a cessé de parler. Elle ne réagissait plus aux voix, au toucher, à son nom. Elle se recroquevillait dans un coin à la vue de tout métal brillant, une cuillère, une poignée de porte, une fermeture éclair sur un sac. Les psychiatres appelleront plus tard cela l'état de poupée vivante. Une réaction dissociative profonde au traumatisme dans laquelle la conscience se désactive pour se protéger de ce que le corps a subi. Son père, Arthur Vance, a récupéré la déclaration au magasin de fleurs, a ramené sa fille à la maison et n'est pas sorti de l'appartement pendant 3 jours. Le 4e jour, il s'est rendu au commissariat. Et c'est là que commence la partie de l'histoire qui a transformé un boucher ordinaire de Bridgeport en une personnalité connue dans tout le comté de Fairfield. Arthur Vance est né en 1946 à Bridgeport, dans une famille où les hommes travaillaient de leurs mains plutôt que de leur bouche. Son père, Raymond Vance, était découpeur à l'abattoir Bridgeport Meats, l'une des dernières grandes entreprises qui subsistaient dans la ville avant que la désindustrialisation ne les touche à leur tour. Sa mère est partie quand Arthur avait 7 ans. Il ne parlait pas d'elle, ni à l'époque, ni plus tard. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans le dossier, dans la rubrique « Mère » de l'acte de naissance. Raymond a élevé son fils comme il savait le faire, à travers le travail. À 12 ans, Arthur est entré pour la première fois dans l'atelier de l'usine. À 14 ans, il aidait déjà son père à la chaîne de découpe. À 16 ans, il reçut son premier couteau professionnel. Il s'agissait d'un couteau allemand de la marque Friedrich Dick, la même marque qui jouera plus tard un rôle clé dans sa dénonciation. Arthur a conservé ce couteau toute sa vie. Pour lui, ce n'était pas un outil, mais un héritage. Il ne cherchait pas à nouer des contacts, au contraire, il évitait les gens, gardant son monde intérieur fermé. Parmi ses collègues de l'usine, il était considéré comme discret. Pas grossier, pas bizarre, juste discret. Il arrivait avant tout le monde, partait en dernier et ne participait presque jamais aux conversations dans la salle fumeur. Il parlait rarement de lui-même et choisissait toujours d'adopter une position d'observateur.
ses supérieurs l'appréciaient. Arthur travaillait avec précision, rapidité et ne posait pas de questions. À 30 ans, il est devenu maître découpeur, la qualification la plus élevée de l'usine. Son caractère s'est forgé dans un contexte d'isolement permanent. Il n'avait pas d'amis en dehors du travail, il ne buvait pas, ne fréquentait pas les bars, ne regardait pas le sport à la télévision. La seule personne à laquelle il était attaché était sa fille Émilie, née en 1971. La mère d'Émilie, Jean, est partie 2 ans après la naissance et Arthur a élevé sa fille seul, sans aide, sans se plaindre, sans donner d'explication. Ses voisins se souviennent de lui comme d'un homme qui n'élevait jamais la voix. Il réparait la clôture, tondait la pelouse, déposait les sacs poubelles le long du trottoir tous les matins, toujours à la même heure. Dès son plus jeune âge, Émilie avait déjà remarqué les signes d'un contrôle obsessionnel de la part de son père. Mais pas agressif, plutôt protecteur. Il l'accompagnait à l'école tous les jours jusqu'à l'âge de 13 ans. Il ne lui permettait pas de passer la nuit chez ses amis. Il connaissait son emploi du temps par cœur. Chaque heure, chaque itinéraire, chaque virage. Pour Arthur, Émilie était la seule preuve que sa vie avait un sens. Tout le reste, le travail, l'usine, la routine, n'était que secondaire. Émilie était au centre de tout. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui s'est passé en octobre 1991 ne l'a pas simplement blessé. Cela a déclenché en lui quelque chose qui était désormais irréversible. Au début, personne ne remarquait quoi que ce soit d'inquiétant chez Arthur. Mais si l'on examine son profil avec les yeux d'un psychologue criminologue, le tableau devient plus clair. Fermeté, hyper-contrôle, attachement à un seul objet, autonomie totale, absence de repères extérieurs. Et une profession qui, pendant 30 ans, lui a appris une seule chose, comment découper un corps avec une précision chirurgicale. Personne n'a pris ses premiers incidents au sérieux, mais ils ont été les premiers signes avant-coureurs de son comportement futur. Ses collègues se souviennent qu'un jour, lorsqu'un nouvel employé de l'usine s'est moqué d'Arthur devant tout le monde, celui-ci n'a pas répondu. Il l'a simplement regardé en silence. Une semaine plus tard, cet employé a découvert que son casier dans le vestiaire avait été forcé et qu'à l'intérieur se trouvaient des morceaux de viande crue soigneusement empilés. Personne n'a pu prouver qu'Arthur était l'auteur de cet acte, mais personne n'a plus jamais essayé de se moquer de lui. Il semblait insignifiant parmi ses connaissances, mais en lui mûrissait déjà sa propre logique du monde, une logique dans laquelle la justice ne se mesurait pas à l'aune de la loi, mais à celle de la précision. Le 4e jour après avoir récupéré sa fille à l'hôpital, Arthur enfila une chemise propre, boutonna-la jusqu'en haut et se rendit au commissariat de Bridgeport. Il avait emporté avec lui le rapport médical, le certificat de sortie de l'hôpital et une feuille de papier sur laquelle il avait noté à la main les noms de 5 personnes, celles qu'Émilie avait mentionnées, avant de se taire à jamais. L'officier de service a pris la déposition. Elle a été enregistrée sous un numéro standard comme un incident domestique avec des éléments de maltraitance. On a dit à Arthur d'attendre, il a attendu. 2 semaines plus tard, on l'a appelé pour lui demander de venir. Non pas pour l'informer de l'avancement de l'enquête, mais pour lui expliquer pourquoi il n'y aurait pas d'enquête. Le détective, dont le nom n'a jamais été mentionné dans le dossier, a informé Arthur que le témoignage de sa fille ne pouvait être considéré comme un motif suffisant pour ouvrir une enquête, car Émilie se trouvait dans un état qui l'empêchait d'agir. La vidéo dont Émilie avait parlé avant de cesser de parler n'a pas été retrouvée. Le propriétaire du manoir, père d'un des membres du club Apollon et grand promoteur immobilier de Weston, a engagé des avocats qui, en l'espace de 10 jours, ont déposé 3 plaintes en contrepartie. Pour diffamation, violation de la propriété privée et tentative d'extorsion. Arthur n'a pas crié, il n'a pas menacé, il n'a pas pleuré, il a écouté tout ce qu'on lui a dit, s'est levé, a pris une copie de sa déclaration et est sorti. D'après les enregistrements de la caméra de surveillance dans le couloir du commissariat, il s'est arrêté à la sortie pendant 4 secondes, il est simplement resté debout, puis il est sorti dans la rue. L'enquête sur l'affaire Émilie a été classée sans suite avant même d'avoir commencé. Aucun des 5 participants qu'elle a cités n'a été convoqué pour être interrogé. Aucun témoin de la fête n'a été interrogé. Les avocats de la famille et du promoteur immobilier ont envoyé une lettre au parquet du district recommandant d'éviter toute escalade de la situation compte tenu de l'état psychologique de la plaignante et de l'absence de preuves objectives. Dans le comté de Fairfield, au début des années 90, cela fonctionnait sans faille. Bridgeport, ville qui avait déclaré faillite en 1991, n'avait ni les ressources ni la volonté politique nécessaire pour s'opposer aux familles de Weston, Darien et Greenwich. À cette époque, le service de police de Bridgeport souffrait d'un manque chronique d'effectifs. Il comptait moins de 400 agents pour 160 000 habitants. La priorité était donnée à la criminalité de rue, à la drogue et aux gangs, et non à la plainte d'un boucher affirmant que sa fille avait été maltraitée lors d'une fête organisée par des enfants riches. L'affaire fut classée. Émilie resta dans sa chambre, immobile, silencieuse, le regard fixe. Arthur la nourrissait à la cuillère, la changeait et s'asseyait chaque soir près de son lit. Il attendait qu'elle parle. Elle ne parla pas. Au cours de cette période, entre fin octobre et décembre 1991, les voisins ont remarqué qu'Arthur ne sortait plus de chez lui le soir. La lumière restait allumée dans ses fenêtres jusque tard dans la nuit. Il ne saluait plus personne. Il ne sortait plus les poubelles à l'heure habituelle. Il ne laissait plus de tasse de café devant la porte car il n'y avait plus personne pour la prendre. Et puis, en janvier 1992, l'usine frigorifique Bridgeport Meats a fermé ses portes. C'était la dernière entreprise du quartier. Arthur a perdu son emploi, mais il n'est pas allé à l'agence pour l'emploi. Il n'a pas cherché de nouveau travail, il a pris la seule chose qui se trouvait sur son bureau, un étui en cuir contenant des couteaux, le même étui qui contenait le couteau Friedrich Dick que lui avait offert son père. Le système avait échoué, et il n'y voyait pas une tragédie, mais une opportunité.
sans travail, sans obligation, sans fille qui aurait pu l'arrêter, Arthur Vance se retrouva seul face à 5 noms sur une feuille de papier et 30 ans d'expérience dans le maniement du couteau. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un coup de tête, ce n'était pas un échec, c'était une décision, froide, mûrement réfléchie et définitive. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de chercher des issues. Il a commencé à les créer lui-même, aux dépens des autres. Après cet événement, ses décisions sont devenues directes, froides et dépourvues de doute. Arthur Vance n'attendait plus la justice. Il était devenu la justice. Le premier meurtre a eu lieu en mars 1994, plus de 2 ans après la clôture de l'affaire concernant sa fille. Cet intervalle de temps est important. Arthur n'a pas agi sous le coup de l'émotion, il s'était préparé. D'après la reconstitution de l'enquête, entre 1992 et 1994, Arthur Vance a mené un travail minutieux pour recueillir des informations sur chacun des 5 membres du club Apollon cité par Émilie. Il a étudié leurs habitudes, leurs itinéraires, leurs faiblesses, il savait où ils étudiaient, où ils vivaient, quand ils rentraient de chez eux et quel chemin ils empruntaient. Il agissait comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à observer et qui, pour la première fois, trouvait une utilité à cette compétence. Les victimes étaient toutes du même profil. Des jeunes hommes, âgés de 22 à 26 ans, issus de familles aisées, vivant dans la banlieue du comté de Fairfield. Tous les 5 étaient liés au club Apollon, mais au moment où les crimes ont commencé, ils s'étaient déjà dispersés dans différentes villes et suivaient des parcours professionnels différents. L'un travaillait dans la société immobilière de son père, un autre étudiait le droit. Le 3e vivait grâce à un fonds familial et n'avait pas d'emploi. Le 4e avait déménagé à Stamford. Le 5e était resté à Weston. Arthur trouvait chacun d'entre eux, sans se presser, sans se précipiter, sans se tromper. Le mode opératoire était identique dans les 5 cas. Les enlèvements avaient lieu le soir, dans des zones peu couvertes par les caméras de surveillance. Arthur choisissait des tronçons de route entre des zones résidentielles et commerciales où l'éclairage était faible et la circulation peu dense. Il utilisait une camionnette sans plaque d'immatriculation qui n'a jamais été retrouvée. Aucune des victimes n'a été enlevée à son domicile, sur son lieu de travail ou dans un lieu public. Les 5 ont été interceptés sur la route, sur les tronçons même qu'Arthur avait étudiés pendant des mois. Après leur enlèvement, les victimes étaient emmenées dans le sous-sol de la maison d'Arthur, un bâtiment de 2 étages situé dans un quartier ouvrier à la périphérie est de Bridgeport. Le sous-sol était équipé d'une chambre froide qu'Arthur avait construite lui-même à l'aide de matériel industriel récupéré lors de la fermeture de Bridgeport Meats. L'enquête qualifiera plus tard cette pièce de chambre de maturation, un terme qu'Arthur semblait lui-même utiliser. Chaque victime passait par 3 étapes. Arthur les appelait, comme on appelle les étapes de transformation des carcasses de viande dans une usine. La première étape était celle de la dévalorisation. Les victimes étaient déshabillées, placées dans une chambre froide parmi des morceaux de viande suspendus et laissés dans le froid pendant plusieurs heures. La température dans la chambre était maintenue entre -2 et -4 degrés. Arthur reproduisait les conditions dans lesquelles sa fille avait été détenue, à une différence près. Il ne riait pas, il ne filmait pas. Il attendait simplement. Deuxième étape, la carte technologique. Les corps des victimes présentaient des incisions peu profondes mais précises, correspondant au schéma standard de découpe de la viande bovine de première qualité. Les experts médico-légaux ont constaté que chaque incision n'était pas aléatoire, mais suivait une logique anatomique. Les incisions sur la langue concernaient la personne qui avait insulté Émilie à voix haute. Les incisions sur les mains correspondirent à la personne qui avait utilisé la force physique. Les incisions sur les paupières correspondaient à la personne qui avait filmé la vidéo. Arthur ne se contentait pas de faire mal, il marquait. Il traçait sur le corps une carte de ce que chacun d'entre eux avait fait à sa fille. Ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté, c'était un système. Troisième étape, le marquage de qualité. Arthur brûlait sur la poitrine de chaque victime les lettres « défectueux » à l'aide d'un ancien fer à marquer utilisé dans l'industrie pour marquer la viande. Il avait pris ce fer à marquer à l'usine lors de son dernier jour de travail. Pour lui, cela signifiait une seule chose, ces personnes étaient des rebuts, pas des marchandises, pas des êtres humains, des rebuts qu'il fallait éliminer. 3 ans se sont écoulés entre le premier et le 5e meurtre. Arthur agissait à des intervalles de 4 à 9 mois. Il n'a jamais répété 2 fois le même mode opératoire. Il changeait l'heure, le lieu de l'interception et la manière d'approcher ses victimes. Il ne laissait aucune trace de lutte sur le lieu de l'enlèvement, ce qui indiquait que les victimes ne s'attendaient pas à être agressées ou qu'elles avaient été immobilisées instantanément. Pendant 3 ans, la police du comté de Fairfield n'a pas fait le lien entre les 5 disparitions. Les 2 premières affaires ont été classées comme disparitions sans laisser de traces. Le 3e a été classé comme un possible meurtre, mais sans corps. Le corps de la première victime n'a été découvert que 11 mois plus tard, dans un bâtiment industriel abandonné à la périphérie de Bridgeport. À ce moment-là, Arthur travaillait déjà sur sa 4e cible. Les erreurs de l'enquête étaient systématiques. La police a cherché un lien entre les victimes dans les bases de données criminelles, mais les 5 étaient sans casier judiciaire. Les profileurs ont supposé que le tueur était un psychopathe avec des motivations sexuelles, car les victimes étaient dénudées. Personne n'a envisagé la piste de la vengeance. Personne n'a cherché de lien entre les victimes et un événement en particulier survenu 3 ans auparavant. Personne ne s'est souvenu de la déclaration du boucher de Bridgeport selon laquelle sa fille avait été agressée lors d'une fête. Arthur ne devenait pas plus audacieux. Il devenait plus précis. À chaque nouvel épisode, il corrigeait les détails. Il réduisait le temps de détention, changeait le mode de transport, nettoyait plus soigneusement le fourgon. Il apprenait à chaque action, comme il apprenait à chaque nouvelle commande à l'usine.
Par la répétition, par le contrôle, par le perfectionnement. Mais dans le 5e épisode, quelque chose que Arthur n'avait pas prévu s'est produit. Il a commis une micro-erreur, si minime qu'il ne s'en est probablement même pas rendu compte. Et c'est précisément cette erreur qui a marqué le début de sa fin. La 5e victime a été découverte en février 1997 dans un entrepôt abandonné de la zone industrielle de Bridgeport, à 3 miles de la maison d'Arthur Vance. Le corps gisait sur une table métallique, dénudée, avec des incisions caractéristiques et la mention US Rejected, rejeté par les États-Unis, gravée sur la poitrine. Tout correspondait aux 4 cas précédents. Mais c'est précisément dans ce dernier cas que le médecin légiste du comté a remarqué un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Des micro-entailles ont été découvertes sur les bords des incisions. Des traces à peine visibles à l'œil nu qui indiquaient non seulement l'utilisation d'un couteau tranchant, mais aussi d'un type particulier de lame avec un profil d'affûtage caractéristique. L'expert a demandé une expertise balistique des armes blanches, une procédure qui, au milieu des années 90, était très rarement utilisée et uniquement dans des cas exceptionnels. Le résultat est arrivé 6 semaines plus tard. Les entailles correspondaient à celles d'un couteau professionnel de la marque Friedrich Dick, un outil allemand utilisé dans les usines de transformation de viande. Mais pas n'importe quel modèle. L'expertise a établi que les traces avaient été laissées par une lame d'une série qui avait été retirée de la production à la fin des années 70. Cela signifiait que le couteau était ancien, qu'il n'avait pas été acheté récemment, mais qu'il avait été conservé pendant des décennies. Il s'agissait d'un outil de travail professionnel, et non d'un achat en magasin. Ce détail a été déterminant. Jusqu'alors, l'enquête s'était concentrée sur le profil d'un tueur en série, vraisemblablement un homme âgé de 35 à 45 ans, animé par des motivations psychosexuelles et opérant dans le comté de Fairfield. La thèse de la vengeance n'avait pas été envisagée, mais le couteau a changé la donne. Le détective Michael Corrigan de la police de Bridgeport, seul à apparaître dans les documents publics relatifs à l'affaire, a reçu les résultats de l'expertise et a commencé à établir une nouvelle chaîne. Il a demandé la liste de toutes les entreprises de transformation de viande du comté qui avaient fermé leurs portes au cours des 10 dernières années. Bridgeport Meats figurait en tête de liste. Corrigan a ensuite demandé la liste des anciens employés de l'usine et a obtenu 312 noms. Mais il n'a pas vérifié les 312 dossiers. Il a fait ce qu'aucun enquêteur n'avait fait en 3 ans. Il a sorti les déclarations archivées concernant les victimes. Pas les dossiers criminels des victimes, mais les plaintes déposées contre elles. Et dans un dossier poussiéreux du commissariat de Bridgeport, il a trouvé une déclaration datant d'octobre 1991. Le plaignant était Arthur Vance, maître découpeur à l'usine frigorifique Bridgeport Meats. La plainte portait sur les mauvais traitements infligés à sa fille par 5 membres du club étudiant Apollo. L'affaire a été classée sans suite. Les 5 noms figurant dans la plainte correspondaient aux 5 victimes. Corrigan dira plus tard dans une interview accordée à un journal local qu'au moment où il a mis les 2 listes côte à côte, la liste des victimes et la liste des noms figurant dans la déclaration de Vance, il n'avait plus aucun doute. 5 sur 5, une correspondance parfaite. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence, c'était un système. Le mandat de perquisition du domicile d'Arthur Vance a été délivré 48 heures plus tard. Lorsque les policiers sont entrés dans la cave, ils ont découvert une chambre de maturation, une chambre froide industrielle en parfait état de fonctionnement. À l'intérieur se trouvaient des crochets métalliques, une table en acier inoxydable, un système de drainage dans le sol et un ensemble de couteaux professionnels dans un étui en cuir. Parmi eux, un couteau à découper Friedrich Dick, dont la lame correspondait au résultat de l'expertise. Sur le mur de la chambre était accrochée une fiche technique standard pour la découpe des carcasses de bœuf, identique à celles utilisées dans les abattoirs de tout le pays. Mais sur cette fiche, certaines zones de découpe étaient entourées au marqueur rouge et annotées à la main. Les annotations correspondaient au nom des victimes. Arthur Vance a été arrêté le 23 mars 1997 à son domicile. Il n'a opposé aucune résistance. Il était assis dans un fauteuil près de la chambre de sa fille lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Il a ouvert lui-même. Il portait une chemise propre, boutonnée jusqu'en haut, comme il avait l'habitude de le faire le jour où il s'était présenté au commissariat pour porter plainte 6 ans auparavant. Pendant l'interrogatoire, Arthur Vance n'a pas dit un mot. Il est resté silencieux pendant 14 heures d'affilée, il n'a pas demandé d'avocat, il n'a pas demandé d'eau, il n'a pas demandé de pause, il est simplement resté assis à regarder le mur. Et une seule fois, à la fin de l'interrogatoire, il a regardé le détective Corrigan et a prononcé une seule phrase. « Avez-vous déjà vu une poupée cassée pleurer ? Je les ai simplement ramenés à leur état véritable. Un morceau de viande. » Ce furent les derniers mots prononcés par Arthur Vance en présence des représentants de la loi. Le procès d'Arthur Vance a commencé en septembre 1997 et a duré 11 semaines. L'accusation a retenu 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. La défense a tenté de plaider l'aliénation mentale, invoquant le traumatisme causé par l'état de santé de sa fille et son isolement social prolongé. L'expertise médico-légale a rejeté cet argument. Les experts ont unanimement reconnu que Vance était responsable et capable de comprendre la nature de ses actes. De plus, le niveau de planification démontré dans chaque épisode excluait la thèse de l'affect. Arthur n'a pas reconnu sa culpabilité. Il n'a pas nié les faits, il a
a simplement refusé de parler. Pendant toute la durée du procès, il n'a pas prononcé un seul mot, ni pour sa défense, ni à l'adresse de l'accusation, ni à l'adresse des familles des victimes. Il est resté assis dans la salle d'audience, dans la même position que lors de l'interrogatoire, immobile, le dos droit, le regard fixe. Le jury a rendu son verdict après 4 heures de délibération, coupable des 5 chefs d'accusation. Le juge a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction de la société s'est avérée étonnamment ambiguë. Les familles des victimes ont réclamé la peine de mort et ont intenté des poursuites civiles contre Vance. Mais à Bridgeport et dans les quartiers ouvriers de tout le comté, l'attitude était différente. Plusieurs journaux locaux ont publié des articles sur la façon dont la déclaration d'Arthur avait été ignorée par la police. Les journalistes ont soulevé la question suivante: si l'affaire Emily Vance avait fait l'objet d'une enquête en 1991, ces 5 personnes seraient-elles encore en vie? La réponse n'a pas été donnée. Mais la question reste posée. Après le procès, une enquête interne a été menée au commissariat de police de Bridgeport. Les résultats n'ont pas été rendus publics. Cependant, au cours des 2 années suivantes, de nouvelles procédures ont été mises en place dans le comté de Fairfield pour traiter les plaintes pour crimes violents, notamment la vérification croisée obligatoire des plaintes en suspens en cas d'apparition d'une série d'incidents. Le détective Corrigan a été promu et muté au service des enquêtes sur les crimes en série de l'État du Connecticut. Emily Vance est restée dans la même maison. Sa cousine d'Arthur, originaire de Stratford, a obtenu sa garde. Selon les services sociaux, l'état d'Emily n'a pas changé. Elle ne parlait toujours pas. Elle ne réagissait toujours pas lorsqu'on l'appelait par son nom. Elle continuait à se réfugier dans un coin dès qu'elle voyait du métal brillant. Arthur lui écrivait des lettres depuis la prison, chaque semaine, sans exception. Elle ne les a jamais ouvertes. Arthur Vance est mort dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité en 2014, cause du décès, arrêt cardiaque. Il avait 68 ans. Il n'a plus jamais parlé, ni à ses avocats, ni aux psychologues, ni aux journalistes qui lui ont demandé des dizaines d'interviews. La seule chose que l'on a trouvée dans sa cellule après sa mort était une photo d'Emily à l'âge de 5 ans et un étui à couteau en cuir. Vide. Cette affaire est terminée. Mais l'ombre qu'elle a laissée s'est avérée plus longue que le verdict, car la justice n'est pas toujours la loi. Parfois, c'est simplement une question à laquelle personne n'a voulu répondre à temps.